tous, nous sommes ravis de vous accueillir à cette deuxième webconférence de notre cycle de webconférences. Et aujourd'hui, nous allons traiter de l'état de la recherche dans les cancers digestifs. Nous remercions évidemment l'ensemble de nos partenaires associatifs, donc toutes les associations de patients qui représentent les cancers digestifs, ainsi que l'entreprise Astellas. Quelques mots pour vous présenter la Fondation Arcade. Donc, la Fondation a été créée en 2006 par le professeur de Gramont. En 2007, nous avons créé les premières bases de données. En 2010, les premières publications liées à ces bases de données. En 2022, le professeur Thierry André, chef de service oncologie médicale à Saint-Antoine, a repris la présidence. Et en 2023, nous avons lancé un grand programme auprès de l'intergroupe Prodige pour financer une étude à hauteur d'1 million d'euros. Nous sommes administrés par un conseil d'administration avec moitié de professionnels de santé, moitié de personnes de la société civile et un commissaire au gouvernement. Nous avons également un conseil scientifique avec 6 membres et dont le président est le professeur Tournigan, un comité mécénat et une équipe de permanents avec une directrice générale, en l'occurrence moi, une responsable à mi-temps et un biostatisticien. Quelques mots sur nos missions. Donc, la première grande mission est la recherche, avec 70% de nos ressources qui sont allouées à la recherche, avec 20 études en cours qui sont soutenues par Arcade. La deuxième mission est sur l'information. Aujourd'hui, la webconférence fait partie de cette mission information. Nous avons également 6 guides patients qui sont à la fois pour les soignants, les patients, les aidants et tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les cancers digestifs. Nous faisons par ailleurs un tour de France des centres de référence et nous sommes présents sur des congrès. Et enfin, pour terminer, troisième mission, la prévention, avec une grande campagne sur le dépistage du cancer colorectal qui s'appelle Dépiste tes darons, dont je vais vous parler. Notre écosystème, nous sommes au centre de l'ensemble des acteurs du système de santé, donc évidemment les associations de patients dont je vous ai parlé, les sociétés savantes et les acteurs de la recherche, les acteurs publics et l'ensemble des entreprises, qu'elles soient des entreprises de santé ou des entreprises ayant une politique de RSE. Un événement annuel à ne pas manquer, un concert à l'Olympia en faveur du cancer du pancréas, et ce concert aura lieu courant du premier semestre, sans doute vers le mois de mai ou juin. Et enfin, cette campagne Dépiste tes darons, donc c'est une grande campagne que nous lançons sur les réseaux sociaux. Elle est décalée, c'est-à-dire qu'on va s'adresser aux 15-30 ans et évidemment aux 50-75 ans qui ont l'âge de se faire dépister. Nous avons 3 influenceurs de renom, Nino Arial, Marine L'Orphelin et Titoff. Et notre objectif, c'est vraiment de faire passer le message au travers des jeunes qu'il faut se faire dépister du cancer colorectal. Et nous aurons un rayonnement national de cette campagne, que ce soit par les mutuelles, par des institutionnels, par Doctolib. Donc, on vous encourage évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir cette campagne. Quelques exemples de projets à venir. Nous avons des dossards solidaires pour le marathon de Paris. Nous allons sans doute lancer un hackathon et nous sommes en train de créer une formation sur le système de santé avec la faculté de pharmacie de Saclay, auquel évidemment vous pourrez tous vous inscrire. Nos ressources, nous sommes financés par la générosité du grand public, et donc vous voyez un petit peu tout ce que vous pouvez avoir comme défiscalisation, impôts, évidemment réduction d'impôts sur les sociétés, sur les revenus ou sur la fortune immobilière. Je vais laisser la parole maintenant à Cyril Sarost. Cyril est docteur en biochimie et ingénieur de recherche au CNRS. Il est spécialisé en bioinformatique et bases de données appliquées à la génétique et aux maladies héréditaires. Il a été touché par un cancer colorectal en 2018, à tout juste 50 ans, donc avant le dépistage. Il transforme son expérience de patient en expertise, devenant co-responsable du réseau Mon Réseau Cancer Colorectal et membre du bureau DICE. Aujourd'hui, il contribue activement à l'amélioration des parcours de soins, à la formation des soignants et à la représentation des patients dans les instances de gouvernance en santé et prévention. Il est par ailleurs membre du comité scientifique de pilotage du CIRIC Montpellier, membre du comité patient de l'ICM et de diverses instances académiques ou d'entreprises en santé. Cyril remplace Claude Ganter, qui aurait dû présenter avec Marie cette webconférence. Malheureusement, Claude est souffrante. Donc, merci Cyril d'avoir pris le relais. Et je vous laisse aussi entre les mains du docteur Marie Muller. Le docteur Marie Muller est oncologue médicale au CHRU de Nancy. Elle est référente du responsable des parcours d'oncologie et d'oncogénétique digestive. Sa thématique de recherche est axée sur l'inflammation et cancer. Elle est par ailleurs affiliée au groupe coopérateur de la FFCD. Merci à tous les deux pour cette animation.
j'essaie de passer la diapo. Merci Ségolène, bonjour à toutes et à tous. Nous remercions l'ensemble des experts pour leur présentation à venir. En préambule, je voudrais insister sur l'importance pour les experts, comme pour la Fondation, mais aussi les patients partenaires que nous sommes, d'avoir des liens avec les entreprises de santé afin que les molécules et les dispositifs médicaux répondent aux besoins des pathologies des patients et donc être au plus proche du terrain. Cette diapositive représente l'ensemble des liens d'intérêt des différents intervenants sur cette session du webinaire. Marie, je te donne la parole. Très bien, donc j'espère que tout le monde m'entend. Donc bonjour à tous, donc absolument ravie d'animer avec Cyril cette webconférence qui est très importante donc pour l'ensemble des patients et également des professionnels de santé qui la suivent. Donc tout d'abord, un bref mot hein, pour vous montrer à quel point les cancers digestifs augmentent dans les pays industrialisés et notamment donc en France. Et donc il s'agit d'un véritable enjeu de santé publique. Donc par exemple, le cancer donc colorectal est le premier cancer digestif en France avec plus de 47 000 cas diagnostiqués chaque année. Il s'agit d'une incidence qui est globalement stable, mais en tous les cas, c'est un taux de cancer très important et on l'explique notamment de manière générale, cette augmentation de l'incidence des cancers digestifs par le vieillissement de la population, même si on voit des cancers chez des patients de plus en plus jeunes, comme il s'agit du cas de Cyril par exemple, mais aussi probablement en lien avec des facteurs de risque environnementaux. Donc en tous les cas, première tête de file, c'est le cancer colorectal, suivi de près par le cancer du pancréas. Et donc, il est important d'agir pour trouver de nouvelles ressources thérapeutiques, d'où l'intérêt de vous présenter un petit peu par cette slide suivante, le circuit de la recherche clinique. Donc, en quelques mots, c'est vrai que tout le monde attend impatiemment l'arrivée de nouvelles molécules, mais il faut bien avoir conscience qu'il s'agit de quelque chose qui est extrêmement long. Avant qu'un médicament arrive sur le marché, il s'écoule entre 10 et 15 ans. Bien pourquoi? Ben, tout simplement parce que tout d'abord, il faut avoir l'idée, prendre connaissance d'une fonction cellulaire, par exemple, pour pouvoir trouver une cible thérapeutique. Ensuite, cette cible thérapeutique, elle est imaginée avec beaucoup de tests. Donc en amont, il y a environ, on pense que enfin, il est estimé que pour arriver à une molécule, au final, 8000 molécules sont testées en amont. Donc tout d'abord, il y a cette étape préclinique où la molécule est développée, testée, et une fois qu'elle est prête, qu'il y a certaines molécules qui sont sélectionnées pour passer cette fois-ci à l'étape du développement clinique et de la recherche. Donc on en a sélectionné, il y en a 250 environ, puis 5 qui vont arriver dans le développement clinique. C'est là où arrivent finalement toutes les étapes on va dire, qu'un médicament doit passer avant d'arriver dans le circuit officiel, c'est-à-dire des étapes qu'on appelle phase 1, phase 2, phase 3, où d'abord le médicament est testé par exemple chez des volontaires sains, puis des volontaires malades, l'idée étant de trouver effectivement, de faire une preuve d'efficacité du médicament et surtout de trouver sa dose minimale efficace avant de passer à l'étape de phase 3 où là on va vraiment tester l'efficacité du médicament, par exemple en comparaison d'un standard qui est acquis. Et là, c'est bien évidemment sur une population beaucoup plus importante. Et si les données de cette phase 3 sont concluantes, le médicament arrive sur le marché, mais là encore une fois, il faut avoir les autorisations réglementaires et il peut là encore s'écouler 2 à 5 ans avant que l'on puisse l'obtenir et avoir son remboursement. Donc vous voyez, c'est un circuit très long et donc c'est très important pour vous d'avoir ces prérequis avant que l'on vous présente les différentes avancées et projets de recherche clinique pour les patients dans le domaine de l'oncologie digestive avec les principaux intervenants. Pour finir cette introduction, j'aimerais insister pour dire que les essais cliniques, c'est pour faire avancer la recherche. Même si les résultats sont négatifs en essais cliniques, ça fait toujours avancer la recherche. D'où l'importance de la décision partagée, de discuter avec votre médecin pour avoir des informations, histoire de casser les tabous, les non-dits ou les fakes.
parce qu'il y a des critères d'inclusion évidemment dans un essai clinique. On peut être refusé dans un essai clinique, mais ce n'est pas pour ça que ça aura un impact sur votre maladie. On peut très bien être dans un bras comparateur dans un essai clinique, mais on bénéficiera quand même toujours du protocole classique, donc des soins. Il est donc très important de participer à ces essais cliniques et cela de manière éclairée afin de faire avancer la recherche. Et en un Juste mot pour également, aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas montré dans cette slide d'avant, mais c'est quelque chose dont il faut bien avoir conscience. C'est quelque chose de très long et c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. Et donc, trouver des fonds, nous, on y est tous confrontés au quotidien pour essayer de demander de l'argent pour monter des projets. Et donc, c'est en ce sens aussi que je tiens à saluer, à remercier la Fondation Arcade. Comme Ségolène l'a présenté en amont, Arcade a financé un projet du groupe coopérateur Prodige, donc vraiment le grand groupe de recherche clinique en cancérologie digestive à hauteur de 1 million d'euros. Donc pour nous, c'est vraiment du concret et récolter des fonds est absolument primordial. Donc encore une fois, merci à la Fondation Arcade et merci aux gens qui la soutiennent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez poser vos questions directement sur le chat. Ces questions en temps réel seront modérées et nous les ferons remonter après chaque intervention pendant environ 5 minutes et on essaiera de toutes les poser. On va attaquer directement avec le cancer colorectal, présenté par le docteur Romain Cohen, qui est oncologue médical spécialisé en oncologie digestive à l'hôpital Saint-Antoine de la PHP et maître de conférences universitaires à Sorbonne Université. Il est membre d'une équipe INSERM Instabilité et Microsatellité Cancer du Centre de recherche Saint-Antoine. Après avoir obtenu son doctorat en physiopathologie sur la thématique de l'immunothérapie dans les cancers avec instabilité microsatellite, ce qu'on appelle MSI, il a travaillé pendant 1 an à la Mayo Clinic à Rochester, aux États-Unis, au sein de l'équipe SHARE, Surgeon Hypothesis Analysis and Research of Endpoint, dirigée par le professeur Kianchi, en se concentrant essentiellement sur l'analyse des mégabases de données issues d'essais cliniques pour les patients atteints de certains types de cancers colorectaux, MSI ou mutés par le gène BRAF. Il a ensuite poursuivi ses travaux de recherche au sein de Sorbonne Université avec l'équipe INSERM, MSI et cancer et au travers du développement d'essais cliniques avec le groupe coopérateur GERCOR. Dr Cohen, the floor is yours pour 15 minutes. Merci beaucoup. Merci à la Fondation Arcade pour l'organisation de ce webinaire qui est extrêmement important, intéressant et je pense assez novateur. Merci aussi pour son soutien dans la recherche et également dans tout ce qui concerne le dépistage et la prévention des cancers. Et merci à Cyril et Marie pour cette introduction. Donc, moi, je vais vous parler du cancer colorectal et des innovations qu'il y a eu cette dernière année, en fait, dans la prise en charge des patients atteints de cancer du côlon ou du rectum. J'ai fait un choix, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, un choix de présenter des recherches qui ont un impact potentiellement direct sur les personnes et qui sont, à mon avis, compréhensibles dans ce que ça implique pour la population et pour notre société. Premier point concerne les patients qui ont un cancer du côlon localisé, opérable et opéré. À l'heure actuelle, lorsqu'on opère une personne d'un cancer du côlon, la majorité des cas sont des cancers donc localisés. On dit de stade 2 ou de stade 3. Stade 2 ou stade 3 qui est différencié par le fait d'avoir ou non des ganglions régionaux autour de la tumeur envahis par le cancer. Cancer du côlon de stade 3, de stade 2, il n'y a pas de ganglions envahis. Le risque de rechute est globalement faible. Et dans cette situation-là, le patient est généralement guéri par la chirurgie et faire de la chimiothérapie en post-opératoire, ce qu'on dit à visée adjuvante. Cette chimiothérapie a un apport qui est relativement modeste, qui est relativement incertain. On considère qu'il y a à peu près 5 patients, ça augmente de 5% les chances de guérison pour les patients et on ne sait pas si ça vaut le coup du coup de faire cette chimiothérapie adjuvante parce que ça veut dire que pour 95% des personnes, ça n'est pas utile. Et puis lorsqu'il y a un ganglion ou des ganglions autour de la tumeur qui sont envahis, on dit que ce sont des cancers du côlon qui sont de stade 3, pour lequel le risque de rechute est augmenté
et pour lequel la chimiothérapie post-opératoire augmente les chances de guérison des personnes. On est de l'ordre de 20% d'augmentation de chances de guérison, et cette chimiothérapie, ça associe deux médicaments, un qui s'appelle le 5-fluorouracil, qui fait la majeure partie du travail dans cette guérison apportée par la chimiothérapie, et l'autre médicament qui est l'oxaliplatine, qui est un médicament qui a une valeur ajoutée, mais qui a également des effets secondaires neurologiques, notamment avec des pertes de sensibilité des extrémités, des mains, des pieds, qui peuvent être aussi associées parfois à des douleurs ou des sensations anormales, qui peuvent être durables. Et à ce propos, j'évoque encore, pour montrer à quel point la Fondation Arcade, dans ces cadres-là, a un intérêt pour aider à la recherche, puisqu'on a un essai qui s'appelle l'essai Acupox, qui vise par exemple à voir ce que peut apporter l'acupuncture dans la gestion de ces effets secondaires neurologiques chez les patients traités par l'oxaliplatine. Donc, vous voyez qu'on a, pour un cancer du côlon localisé, on a deux situations différentes. Une situation où, en fait, la chimiothérapie a un intérêt qu'on considère comme significatif cliniquement pour les patients, et un autre où on est beaucoup plus douteux et où on ne fait pas, dans les cancers du côlon de stade 2, globalement, on ne fait pas de chimiothérapie adjuvante, on en fait quasi systématiquement dans les cancers du côlon de stade 3. Et dans cette situation-là où on voit l'utilité de la chimiothérapie n'est pas à 100%, on se demande comment est-ce qu'on pourrait faire prescrire de la chimiothérapie uniquement aux patients qui vont réellement en tirer un bénéfice à titre individuel. Et c'est dans ce cadre-là qu'arrive une nouvelle technologie qui est la recherche de l'ADN tumoral circulant. J'ai schématisé sur la partie gauche de la figure un vaisseau sanguin avec à l'intérieur des globules rouges, des plaquettes, des globules blancs, et puis aussi, en fait, de l'ADN. On a de l'ADN, notre ADN à nous, l'ADN de notre fœtus si on est une femme et qu'on est enceinte, l'ADN d'un cancer si on est porteur d'un cancer, qui circule dans le sang. Et en fait, les technologies se sont développées qui permettent d'aller détecter l'ADN du cancer qui circule dans le sang. Parfois, on en détecte et c'est associé plutôt à un mauvais pronostic. Parfois, on n'en détecte pas pour les cancers localisés et c'est associé à un bon pronostic. Et lorsqu'on recherche cet ADN tumoral circulant après l'opération, eh ben, ça aide à identifier les personnes qui sont plus à risque de faire une rechute que les autres. Vous voyez en bas de la figure des patients avec un cancer du côlon de stade 2. L'immense majorité des patients n'ont pas d'ADN qui circule après l'opération et leur risque de rechute est très faible. Et il y a quelques patients qui ont encore de l'ADN qui circule dans le sang après l'opération. Et ces quelques patients sont des patients qui sont à haut risque de récidive de leur cancer. Et donc l'idée est de voir avec cette nouvelle technologie si on pourrait identifier les personnes à risque de rechute et traiter ces personnes-là, mais également dans l'autre sens, identifier les personnes qui sont à faible risque de rechute et donc leur éviter une chimiothérapie potentiellement inutile. Pour les patients qui ont été opérés d'un cancer du côlon de stade 2, il y a une première étude qui a été faite, qui est pour moi une introduction à ce que pourra être ensuite l'utilité de cette nouvelle technologie ADN tumoral circulant pour les patients atteints d'un cancer du côlon opéré de stade 2. C'était l'étude dynamique qui avait testé chez des patients atteints d'un cancer de stade 2, donc, dans une population, c'était pas des Français, c'était des Nord-Américains, prise en charge standard, c'est-à-dire que après l'opération, le chirurgien, enfin l'oncologue décidait de faire ou de ne pas faire la chimiothérapie post-opératoire en fonction de critères consensuels, internationaux, et après discussion avec le patient, est-ce qu'on fait ou pas de la chimiothérapie? Ou bien un groupe de patients où la décision de faire ou de ne pas faire la chimiothérapie ne dépendait pas de la décision du chirurgien, de l'oncologue basée sur des critères cliniques et sur la discussion avec le patient, mais plutôt guidé par l'ADN tumoral circulant. S'il y a de l'ADN tumoral qui circulait, le patient avait une chimiothérapie. S'il n'y en avait pas qui circulait, il était surveillé de manière standard. Et en fait, ce qui se passait dans cette étude, c'est que le taux de guérison est le même dans les deux groupes de patients, sauf que dans un groupe, celui qui est pris en charge de manière standard, il y avait
30% des patients quasiment qui avaient reçu une chimiothérapie adjuvante, et dans le groupe avec une prise en charge guidée par l'ADN tumoral circulant, 15% des patients avaient reçu une chimiothérapie adjuvante. Ce qui veut dire qu'on fait aussi bien en termes de taux de guérison, mais en faisant moins de chimiothérapie. Et on voit déjà une première étape, c'est que l'ajout de l'ADN tumoral circulant dans ces hôpitaux-là a permis d'éviter des chimiothérapies sans faire perdre de chance aux patients. Ça, c'était la première étape de la démonstration. Et la deuxième étape de la démonstration, maintenant, c'est celle d'une étude de phase 3, donc une très grande étude française, où là, l'idée est d'identifier les patients avec un cancer du côlon de stade 2 à risque important de rechute, parce qu'avec une présence d'ADN tumoral circulant. Et chez ces patients-là, voir si réellement la chimiothérapie apporte quelque chose, augmente les chances de guérison, et donc faire une randomisation, un tirage au hasard entre la prise en charge standard qui aurait été pour ces cas-là, qui sont des cancers du côlon, sans certains des facteurs de risque les plus importants de rechute, entre une prise en charge standard et une chimiothérapie adjuvante. Je vous ai mis volontairement le schéma de l'étude à droite de la diapositive, qui est un schéma compliqué, pas pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans cette diapositive, mais simplement pour que vous rendiez compte de la complexité de faire ce genre d'études, parce qu'il faut identifier les patients après l'opération, il faut expliquer l'étude, qu'ils signent un consentement, rechercher l'ADN tumoral circulant. Il y a 2 technologies qui sont utilisées dans cette étude pour le faire. Je ne rentrerai pas dans les détails. Faire l'analyse de l'ADN tumoral circulant dans un laboratoire certifié, centralisé, redonner les informations aux médecins dans les hôpitaux pour que ce soit transmis aux patients et pour qu'ils puissent ensuite être traités. Il faut faire ça le plus vite possible pour que, s'il y a un traitement à faire, il puisse être commencé au plus vite. Cet essai, il est en cours, on n'en a pas encore les résultats, mais il est extrêmement important parce que là, non seulement il va nous permettre, non pas de dire je fais aussi bien en évitant des chimiothérapies inutiles, mais il va permettre de dire si j'ai un cancer qui a été opéré et qu'il me reste de l'ADN tumoral qui circule après l'opération, il y a un intérêt, ou il n'y a pas, je ne sais pas, un intérêt à avoir une chimiothérapie post-opératoire dans cette situation particulière, et donc de traiter uniquement les patients qui le nécessitent, et ça, c'est de la démonstration qui sera apportée. Maintenant, je vais parler un tout petit peu de cancer du côlon métastatique. Il vous reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes, parfait. Dans le cadre de cancer du côlon métastatique, en fait, l'oncologue, le chirurgien, tout le staff de prise en charge des patients se pose d'abord une première question qui est: est-ce que les métastases de ce cancer du côlon sont opérables en totalité? Si elles le sont, c'est plutôt une bonne chance parce que on peut proposer une chirurgie, une exérèse de ces métastases qui permet d'obtenir, pour un certain nombre de patients, une rémission de la maladie. Si les métastases ne sont pas opérables, par contre, on ne va pas se reposer sur la chirurgie, on va plutôt se reposer sur les traitements médicamenteux, les chimiothérapies, les thérapies ciblées, l'immunothérapie, etc. Et depuis cette année, on se pose maintenant une deuxième question. Si les métastases ne sont pas opérables, mais qu'elles sont exclusivement localisées dans le foie, c'est-à-dire que la personne a un cancer métastatique, mais les métastases ne sont que dans le foie, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer aux patients de faire une transplantation hépatique? Et ça a été l'objet de l'étude Transmed qui était développée par le professeur Adam à l'hôpital Paul Brousse en région parisienne, où 94 patients ont été inclus dans un essai clinique. C'était des patients avec un cancer colorectal. La maladie primitive a été opérée. Des métastases exclusivement au foie, mais non résécables à moins d'aller faire une transplantation, contrôlée par une chimiothérapie. Dans cette étude, soit on faisait ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire continuer les traitements médicamenteux, soit on faisait une transplantation hépatique dans les 2 mois qui suivaient l'inclusion du patient dans l'essai. Et cette étude, avec 5 ans de recul, elle est clairement positive pour les patients, puisque les patients ayant effectivement eu une transplantation ont eu une amélioration majeure de leur pronostic, avec 73% de patients qui étaient vivants à 5 ans, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'on ne voit pas tous les jours, malheureusement, dans la prise en charge standard de nos patients, avec uniquement nos traitements
médicamenteux, chimiothérapie, thérapie ciblée, etc. 28% des patients transplantés n'ont pas eu de rechute, ce qui veut dire que 72% des patients ont quand même rechuté de leur cancer, mais ce qui est intéressant, c'est que ces rechutes n'étaient pas dans le foie, ce qui veut dire qu'en fait, on a guéri les patients, je mets des guillemets dans le guéri, mais on a guéri les patients de leur maladie hépatique et donc on les met à l'abri des complications, des métastases hépatiques et donc des risques de jaunisse, de dysfonction hépatique, etc. Donc en fait, alors, il s'agit de assez peu de patients, mais on a potentiellement réellement transformé la prise en charge de ces patients-là, qui certes représentent une petite partie des patients atteints de cancer du côlon métastatique, mais n'empêche, pour cette petite partie, on ouvre une nouvelle porte, qui est la porte de la transplantation. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour les cancers du côlon localisés, le fait que l'ADN tumoral circulant va permettre et commence à permettre de la personnalisation de l'usage de la chimiothérapie adjuvante en situation localisée. Ce n'est pas encore effectué en routine. Il faut d'abord développer tous ces essais cliniques pour montrer qu'il y a un intérêt à titre individuel pour démontrer l'efficacité de la chimiothérapie et pour désescalader. Je vous ai parlé du cancer du côlon métastatique avec la transplantation hépatique. J'aurais pu aussi vous parler de plein d'autres choses, de l'immunothérapie pour les patients avec un cancer MSI, de vous parler de la préservation d'organes qui se fait de plus en plus pour les personnes atteintes d'un cancer du rectum. Ce n'est pas toujours possible, mais petit à petit, on commence à trouver les meilleures manières de faire pour éviter ces chirurgies qui sont morbides, et etc. Donc, beaucoup d'évolutions dans le cancer du côlon et du rectum, et puis effectivement une actualisation en cours du guide aux patients de la Fondation Arcade. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions. Alors, une première question de Joseph. Y a-t-il des avancées sur le syndrome de Lynch? Alors oui, il y a des sacrées avancées sur le syndrome de Lynch. Les patients qui ont un syndrome de Lynch, donc une prédisposition familiale au cancer digestif, qui sont des cancers qu'on appelle MSI, lorsque le cancer s'est développé, l'immunothérapie est maintenant le standard de prise en charge, et maintenant il y a même des nouvelles stratégies de combinaison d'immunothérapie. C'est le standard de prise en charge pour les personnes qui ont un cancer métastatique. Pour les personnes qui ont un cancer localisé dans le cas d'un syndrome de Lynch, on s'approche des stratégies où on fait de l'immunothérapie sans chirurgie, des stratégies de préservation d'organes qui sont extrêmement importantes pour les patients avec un cancer du rectum, dans le cas d'un syndrome de Lynch, ou des cancers de l'estomac avec syndrome de Lynch. On fait l'immunothérapie et dans une grande majorité des cas, on peut éviter la chirurgie aux patients, ce qui est un point majeur. Alors, ce n'est pas en routine, typiquement, c'est là où il y a un intérêt à titre individuel à aller participer aux essais cliniques qui sont en cours pour justement mettre en place toutes ces stratégies de traitement. Du coup, on nous pose la question de pourquoi ne fait-on pas le test d'ADN circulant systématiquement? On ne le fait pas de manière systématique parce que, alors déjà, pour le moment, ce n'est pas remboursé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a plusieurs technologies possibles et on ne sait pas quelle est la meilleure. Et donc, il y a tout un travail de standardisation des manières de faire. Et parce que la démonstration de l'intérêt à titre individuel et à titre collectif n'est pas encore faite. On a vu dans l'essai américain, notamment américain, qu'il y avait un intérêt dans la population américaine pour désescalader, faire moins de chimiothérapie, mais ils font a priori un peu plus de chimio que nous, on ne le fait. Mais ça va venir, il faut travailler dessus, et pour que ça puisse être remboursé, il faut aussi que la société soit capable d'évaluer à quel point c'est coût efficace pour la société et que c'est rentable de faire ce test-là. Et donc, pour montrer que c'est rentable de faire ce test-là, il faut faire ces essais cliniques et avoir des résultats avec des chiffrés. Oui, tout à fait. OK. Est-ce qu'avec la détection d'ADN tumoral, la mutation du gène PTEN est recherchée? Alors, elle peut être recherchée, oui. Typiquement, ça dépend des manières de faire dans la technologie choisie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la mutation PTEN peut être recherchée. Après, il faut être
attentif à ce qu'on dit, hein. Ce qu'on recherche, c'est bien les mutations de l'ADN du cancer et pas les mutations de l'ADN de la personne. Hmm. Mais oui. Oui, bien sûr. Ouais. Et une question de Didier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les nouveaux traitements et projets recherche et développement pour le cancer colorectal avec une mutation BRAF V600E? Oui, bien sûr. Alors c'est une bonne question parce que vraiment c'est un type de cancer. La mutation BRAF V600E est associée à des maladies qui sont plus agressives, plus graves et qui en plus arrivent souvent chez des personnes âgées pour lesquelles tous les traitements sont pas possibles. Il y a quelques années maintenant, il y a une thérapie ciblée, une combinaison de thérapie ciblée qui a été développée spécifiquement pour les personnes atteintes d'un cancer du côlon métastatique avec cette mutation BRAF qu'on utilisait en deuxième intention après une chimiothérapie. Le problème étant que certains patients, la situation se dégrade trop vite et on ne peut pas faire cette thérapie ciblée. Et la semaine dernière, au Congrès américain de cancérologie, a été montré que lorsqu'on combinait la chimiothérapie de première intention avec cette thérapie ciblée, ben, on augmentait les chances pour les patients d'améliorer le pronostic, on améliorait la durée et le taux de contrôle de la maladie. Donc oui, il y a des progrès qui sont en cours et c'est pas facile, mais on avance petit à petit pour ces personnes-là. Il y a beaucoup de questions, donc on ne pourra pas toutes les traiter parce qu'il y a d'autres cas derrière. Donc la toute dernière, vous avez parlé de prévention d'organes. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la technique Watch and Wait? Oui, alors, en bref, parce qu'il nous reste peu de temps, parce que c'est un sujet qui est très compliqué. En fait, ce que l'on sait, c'est que pour les cancers du rectum en particulier, la stratégie est de faire un traitement préopératoire et ensuite d'opérer. Et ensuite, lorsqu'on opère les patients, il y a une certaine proportion qui en fait n'ont plus de cellules euh, persistantes dans ce qui a été opéré. La tumeur a été, entre guillemets, stérilisée. Et donc, toute la stratégie est maintenant d'aller identifier quelles sont ces personnes-là. Et quelle est la meilleure manière d'obtenir cette stérilisation-là. Donc, c'est souvent une combinaison d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie. Et lorsque on voit qu'à l'examen clinique, à l'IRM du rectum et éventuellement par d'autres examens endoscopiques, il n'y a plus de cellules tumorales, à ce moment-là, on n'opère pas les personnes. Et par contre, on rentre dans une stratégie de surveillance extrêmement rapprochée, parce que si jamais la tumeur se met à repousser, il faut qu'on puisse opérer rapidement. Mais merci beaucoup, Dr Cohen. Nous passons à Avec plaisir. la présentation suivante. Alors, un grand merci, Romain, pour cette présentation. Effectivement, c'est difficile de choisir les choses pertinentes. Il y a tellement d'innovations que c'est très important. Je me permets, avec ma petite casquette aussi d'oncogénétique pour le syndrome de Lynch, bien évidemment, avant le développement des cancers, il n'y a rien de mieux que le dépistage. Et puis, il y a aussi des essais de prévention qui sont en cours. Donc, n'hésitez pas à demander auprès de vos médecins référents. Donc, un grand merci encore, Romain. Et donc, c'est maintenant un plaisir pour moi de présenter le docteur Emmanuel Samalin, qui est médecin au Centre de lutte contre le cancer à Montpellier, qui est bien évidemment référente et spécialisée dans le parcours des cancers digestifs, donc à Montpellier. Et elle est tout particulièrement impliquée dans la recherche clinique et la prise en charge des patients qui ont un cancer de l'estomac. Elle coordonne au sein de l'intergroupe Prodige avec une casquette Unicancer, plusieurs essais nationaux. Elle établit également, bien évidemment, de nombreuses collaborations internationales et donc elle va nous parler des actualités de la recherche clinique dans le cancer de l'estomac. C'est à vous, Emmanuel. Merci beaucoup Marie. Bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir l'occasion de vous parler des avancées dans le cancer de l'estomac. C'est toujours un plaisir et je participe activement à la Fondation Arcade puisque je fais partie du conseil d'administration. Donc, je suis très heureuse qu'Arcade soutienne la recherche clinique et notamment la recherche clinique académique. Puisque, comme vous le savez, on a vraiment besoin des deux et des industriels qui nous apportent des solutions avec des nouveaux médicaments, mais aussi de la réflexion académique, plutôt dans le cadre de la stratégie thérapeutique pour finalement évaluer
l'intérêt de commencer par l'un ou l'autre des traitements et essayer au maximum aussi de préserver la qualité de vie et les effets secondaires à long terme pour nos patients. Donc, pour les cancers de l'estomac, il y a eu pas mal de nouveautés puisque pendant longtemps, quand le cancer de l'estomac ne pouvait pas s'opérer et qu'il avait un stade avancé, donc des métastases, ou qu'il n'était pas opérable parce que l'envahissement trop important au niveau des vaisseaux, etc., on n'avait que la chimiothérapie. Une chimiothérapie qui reposait sur une association de fluoropyrimidine, donc ce qu'on appelle le 5FU, et les sels de platine. Et c'est vrai qu'on n'avait que ça. Alors, il y avait une partie quand même de tumeurs qui surexpriment HER2, un petit peu à l'image des cancers du sein, qui pouvaient, avec la chimiothérapie, recevoir en association du trastuzumab. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas tellement d'autres alternatives. Et bien là, depuis 2 ans, et particulièrement cette année 2024, a été riche en actualité. Ce qui fait que maintenant, lorsque on est dans cette situation de cancer de l'estomac qui ne peut pas s'opérer, on a un certain nombre de biomarqueurs à demander sur les biopsies tumorales initiales. Donc, on va avoir des analyses à faire. Donc, c'est l'anatomopathologiste qui le fait sur le tissu. Et il va rechercher plusieurs choses. Donc, d'abord, savoir s'il y a une surexpression ou pas d'HER2, donc pour savoir si on va avoir un intérêt à associer à la chimiothérapie du trastuzumab. On va rechercher aussi ce qu'on appelle une instabilité microsatellitaire, c'est-à-dire que là, le patient, c'est plutôt constitutif. Il y a un déficit dans tout ce qui est réparation en fait des mésappariements de l'ADN qu'on peut avoir au cours de la réplication de l'ADN. Et on sait que d'avoir ce déficit, même si ça touche un petit pourcentage de patients, de cancer de l'estomac, c'est autour de 8%, eh bien, on est sensible particulièrement à l'immunothérapie. Donc, c'est un élément important que de savoir s'il y a ou pas la présence de ce déficit et de cette instabilité microsatellitaire. Et puis, sur les dernières années, on a mis en évidence que lorsqu'on surexprimait PDL1, c'était un marqueur directement lié en fait à l'efficacité de l'immunothérapie. Ça permettait en fait de lever les freins et de rétablir d'une certaine façon la capacité des patients à répondre et à être acteurs d'une certaine façon contre le cancer. Et donc ça, c'est plusieurs études qui ont mis en évidence cette surexpression. Et dernièrement, il y a un dernier biomarqueur qui maintenant est effectif depuis le mois de janvier, qui est la recherche de surexpression de claudine 18.2. Donc la claudine, en fait, c'est une protéine qui est impliquée dans ce qu'on appelle les jonctions serrées, donc tout ce qui fait un petit peu la cohésion des cellules, qui n'a pas tellement d'intérêt à l'état normal, mais lorsqu'il y a des cellules cancéreuses qui se développent, en fait, elle va devenir intéressante à cibler, puisque le fait que les cellules se remanient et elles perdent leur polarité, que les cellules perdent leur polarité, ça va permettre à ces claudines de devenir des cibles pour des thérapeutiques. Donc ça, c'est vraiment un prérequis très important pour la décision thérapeutique. Et donc, cette année, on a eu les résultats actualisés de l'étude Keynote 811 qui concerne donc des adénocarcinomes de l'estomac ou de la jonction œsogastrique. Donc, l'estomac, en fait, il démarre un petit peu en bas de l'œsophage. Il continue entre l'œsophage et l'estomac et ensuite, il y a l'estomac. En fait, on considère ces adénocarcinomes un petit peu dans le même sac. Et donc, c'est les mêmes options thérapeutiques qu'on va proposer. Et donc, ces patients, pour le moment et jusqu'à maintenant, c'était une association chimiothérapie plus trastuzumab qui était le traitement standard. Et là, l'idée de cette étude, c'était de savoir si on rajoutait
une immunothérapie, donc en l'occurrence le pembrolizumab, est-ce que finalement on allait améliorer le pronostic des patients? Eh bien oui, cette association a permis une amélioration de la survie globale. Et ce qu'on a pu observer, c'est que c'était particulièrement vrai chez les patients qui surexprimaient PDL1, donc qui est le marqueur qui nous indique qu'on peut associer ou pas à la chimiothérapie de l'immunothérapie. Et là, je vous ai mis en fait des tableaux avec des chiffres un petit peu barbares, mais c'est HR, ça s'appelle, c'est un outil statistique qui s'appelle l'hazard ratio, qui nous permet en fait de montrer lorsqu'il est inférieur à 1, cet hazard ratio, ça veut dire qu'on a un effet sur notre objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire d'améliorer la survie des patients, puisque en fait, ça nous permet de mesurer la réduction justement de décès ou de progression. Et donc, quand on voit cet hazard ratio inférieur à 1, plus il est inférieur à 1, plus finalement il y aura un impact et d'une certaine façon une quantité d'effet du nouveau traitement. Donc, ça a été vraiment important parce que du coup, c'est un nouveau standard thérapeutique qui est actuellement en cours de remboursement en France. Et ce qui était important aussi, c'est de montrer que d'ajouter finalement un troisième type de molécule, ben, ça n'augmentait pas la toxicité de façon importante. Ça restait tout à fait, on va dire, similaire à la chimiothérapie plus trastuzumab. Donc là, ici, je vous ai mis une diapositive qui synthétise un petit peu les indications d'immunothérapie pour les cancers gastriques de stade avancé, pour vous montrer que ça s'est vraiment passé dans les 2-3 ans, ces changements. Et donc, cette immunothérapie, elle est accessible en association à la chimiothérapie, à la fois pour les cancers HER2 négatifs, mais aussi HER2 positif. C'est le propos de la keynote 811 que je viens de vous présenter. Et tous ces médicaments sont accessibles en France et peuvent vous être prescrits. Ils sont pris en charge. Et en 2025, en fait, ces stratégies vont être challengées par justement le dernier biomarqueur dont je vous ai parlé en introduction, qui est la Claudine 18, puisqu'en fait, il y a 2 études de grande envergure internationale qui ont mis en évidence que d'associer une thérapie ciblée qui agit spécifiquement contre cette Claudine 18 associée à la chimiothérapie, eh bien, en fait, ça faisait mieux que la chimiothérapie seule. Et maintenant que ce bénéfice a vraiment été démontré, ben, la molécule est accessible. Et là aussi, c'est tout récent, c'est ce mois-ci que c'est possible en France. Alors, pas de façon classique avec le remboursement, mais ce qu'on appelle en accès précoce, c'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé permet l'accès à une molécule innovante sans qu'elle ait encore passé tous les process de remboursement. Donc, c'est vraiment une innovation, même si ça va aussi nous poser des questions en tant que cliniciens, parce qu'il va falloir qu'on choisisse aussi quelle thérapie ciblée privilégier en association à la chimiothérapie. Alors, quand le cancer de l'estomac peut s'opérer, jusqu'en 2024, on avait 2 possibilités lorsque les adénocarcinomes atteignaient la jonction œsogastrique. C'est justement donc la jonction qu'il y a entre l'œsophage et l'estomac. Soit on faisait une chimiothérapie qui encadrait le geste chirurgical avec 3 molécules, donc c'est considéré comme une chimiothérapie dite intensifiée. Soit on associait une chimiothérapie à un traitement local par radiothérapie. Et si, après l'opération, il y avait un résidu de cellules tumorales, on pouvait proposer une immunothérapie post-opératoire qui est maintenant remboursée, accessible, etc. Et en fait, pour les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique, ces 2 options thérapeutiques ont été challengées, en tout cas en préopératoire,
elles ont été directement comparées. Donc, soit dans des essais thérapeutiques de non-infériorité, c'est-à-dire on voulait juste vérifier que l'un n'était pas inférieur à l'autre, ne faisait pas moins bien, soit dans des essais thérapeutiques de supériorité, où là, on cherchait vraiment à montrer la supériorité d'un traitement par rapport à l'autre, et en l'occurrence de la chimiothérapie. Et en fait, ces 3 études qui ont quelques différences dans leur population. Les 2 premières concernent vraiment des adénocarcinomes de l'œsophage et de la jonction. La dernière mélange un petit peu des estomacs et des jonctions. Eh bien, ont montré que c'était plus bénéfique de faire une chimiothérapie périopératoire que de faire une radiochimiothérapie. Et ça, c'est quand même un changement. Donc, au total, il n'y a plus qu'une option thérapeutique pour ces patients. Et on garde la deuxième option vraiment dans des situations où, par exemple, le patient ne peut pas recevoir une chimiothérapie trop intensifiée. Et enfin, je pense que j'ai oublié, voilà, elle a sauté celle-là. Il y a un biomarqueur qui est indispensable quand le cancer de l'estomac peut s'opérer, donc c'est le fameux statut d'instabilité microsatellitaire. Et là, ce qui est assez révolutionnaire, c'est qu'en fait, ce pourcentage de tumeurs, donc qui représente à peu près 8% des cancers de l'estomac, eh bien, il y a plusieurs études de phase 2 qui n'ont pas comparé le traitement par rapport à un traitement standard, mais qui ont essayé l'immunothérapie. Eh bien, de faire quelques injections avant la prise en charge chirurgicale, ça permettait vraiment d'avoir des réponses complètes dans plus de 55% des cas. Donc, l'idée, c'est maintenant d'essayer de pousser ce traitement sur la durée et sur le nombre de cycles pour peut-être proposer carrément une épargne chirurgicale, c'est-à-dire permettre aux patients qui ne soient pas opérés. Et on sait que, bon, il y a des cancers et des opérations, bien sûr, qui donnent plus de séquelles que d'autres. Et le cancer de l'estomac, quand on doit faire une gastrectomie totale, c'est quand même pas la même chose que d'enlever un segment colique. Ce n'est pas tout à fait les mêmes conséquences. Donc, ce type de localisation est tout à fait intéressante à cette possibilité d'épargne chirurgicale. Donc, c'est énormément d'espoir aussi pour ces patients de pouvoir se dire que finalement, le traitement intraveineux permet une rémission complète et une guérison de la tumeur. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le cancer de l'estomac. Donc, c'est bien sûr des choix, on ne peut pas tout détailler, mais je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir ce guide qu'on a mis à jour depuis octobre 2024 sur les cancers de l'estomac et du cardia, qui répond à un certain nombre de questions et qui détaille un peu toutes ces stratégies thérapeutiques en fonction des biomarqueurs. Parce que ça peut être assez complexe de se dire, bah, tiens, pourquoi moi, je n'ai pas l'immunothérapie, pourquoi j'ai telle thérapie ciblée, etc. Et donc, vous pouvez puiser des informations. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, Dr Samalin, pour cette présentation qui nous montre effectivement quelques aspects de la complexité de la prise en charge du cancer de l'estomac et de la jonction œsogastrique. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup maintenant de démembrement dans les stratégies thérapeutiques. Alors, je vais commencer en posant quelques questions qui nous sont parvenues via le chat. Alors, une première question qui fait suite à cette présentation, c'est est-ce que l'immunothérapie est remboursée? Alors oui, l'immunothérapie est remboursée, que ce soit après une chirurgie, lorsqu'il y a encore des cellules tumorales sur la pièce opératoire, on peut bénéficier d'une immunothérapie post-opératoire pendant 1 an qui s'appelle le nivolumab. Et on a aussi des remboursements
en première intention, en association à la chimiothérapie, là quand le cancer ne peut pas s'opérer. Et pour y avoir accès, il y a une condition de surexpression du fameux marqueur PDL1 qui doit être au minimum de 5. Donc, ça dépend des molécules associées, mais c'est un minimum de 5. Et il peut tout à fait être remboursé dans ces cas-là. Et le troisième exemple, c'est celui dont je vous ai parlé, suite à la keynote 811, où là, c'est l'association à la chimiothérapie du trastuzumab et du pembrolizumab, donc sur finalement 2 cibles. Et là, c'est lorsque le marqueur PDL1 est supérieur ou égal à 1. Vous voyez, c'est assez précis, les remboursements, mais en tout cas, il y a quand même aujourd'hui une offre importante d'immunothérapie dans le cancer de l'estomac. Très bien, merci beaucoup. Donc, une autre question assez précise, hein. Donc, on voit vraiment que les patients sont très attentifs à ce qui se passe en recherche clinique. On nous demande effectivement pourquoi la France n'autorise le trastuzumab deruxtecan monothérapie qu'en 3e ligne, pendant que les autres pays testent déjà la première ligne plus ou moins associée aux immunos. Tout à fait, non, mais c'est tout à fait pertinent. Donc, déjà, je trouve que c'est très bien qu'on y ait accès parce que franchement, c'était pas gagné encore il y a quelques mois. Donc, effectivement, le trastuzumab deruxtecan, c'est un super anti-HER2. Donc, pour les personnes qui surexpriment HER2 et qui ont déjà reçu du trastuzumab en première intention, eh bien, on a la possibilité de réadministrer cette molécule, qui est une molécule en fait qui est conjuguée aussi avec on appelle un cytotoxique, donc l'équivalent d'une chimiothérapie. Et on a montré dans des études que même si on avait été préexposé à ce trastuzumab, on pouvait encore avoir une réponse lorsqu'on administrait ce médicament par trastuzumab deruxtecan. Et c'est vrai que les premières études ont démontré son intérêt en ligne un petit peu avancée, donc d'où l'autorisation actuellement de l'administrer en 3e intention, c'est-à-dire on a son premier traitement avec trastuzumab, on fait un autre traitement et on peut administrer le trastuzumab deruxtecan. Mais sachez que cette molécule est quand même accessible dans des essais thérapeutiques. Et que c'est là où vraiment c'est intéressant de discuter avec l'oncologue et souvent l'oncologue, même s'il n'a pas l'essai thérapeutique dans son centre, en général, les comités pluridisciplinaires et justement tous les groupes de recherche permettent ça, c'est-à-dire qu'ils adressent aussi à leurs confrères qui ont l'essai ouvert dans leur centre et ça leur permet l'accès. Mais en tout cas, ça va dans ce sens et on espère bien avoir ce traitement rapidement. Merci beaucoup pour ces précisions. Et une dernière question du chat avant de passer la main. Dans le cadre de la prévention du cancer de l'estomac, est-ce qu'il y a d'autres traitements que le Pilera, pour traiter et éradiquer Helicobacter pylori? Non, alors c'est vrai que la détection d'Helicobacter pylori joue un rôle important dans la prévention des cancers de l'estomac, mais elle n'est pas non plus suffisamment, je dirais, impactante pour qu'elle soit proposée en dépistage à la population générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas dire à tout le monde d'aller se faire une gastroscopie, des biopsies et si Helicobacter pylori est positif, traiter Helicobacter pylori. C'est souvent associé quand même à des symptômes, contrairement au dépistage du cancer colorectal où là, c'est une autre démarche. Donc, on est plus dans finalement un symptôme qui va venir détecter une sensibilité particulière et à ce moment-là, on traite la bactérie, mais ce n'est pas un dépistage systématique qui va se faire. Mais il faut bien sûr d'abord mettre en évidence la présence de la bactérie pour proposer le traitement antibiotique. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions et merci pour cette présentation. Et donc, je passe la main à l'orateur suivant après la présentation de Cyril.
On ne vous entend pas, Cyril. Pardon, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Samalin, pour cette présentation. Et nous allons donc changer d'orateur et d'organe pour parler des études dans le cancer du foie. Présentation faite par Christophe Borg, professeur d'oncologie médicale qui dirige l'Institut régional de cancérologie de Franche-Comté et qui mène une équipe de recherche dédiée au développement de stratégies thérapeutiques modulant l'environnement tumoral dans les cancers digestifs. Son équipe de recherche a été lauréate des Palmes académiques médicales françaises en 2015 pour un brevet et un projet de recherche dédié à une nouvelle stratégie d'immunomonitoring, dont je pense qu'on va parler pendant la présentation, et de vaccination pour les patients atteints de cancer. Je vous passe le micro, professeur, pour 15 minutes. Très bien, merci pour l'invitation. Je souhaitais remercier la Fondation Arcade avec laquelle on travaille pour de nombreux projets de recherche, de son implication, de son soutien pour les patients qui sont affectés par ces maladies dans la France entière. Alors, on va parler des cancers hépatiques. Les cancers hépatiques, ça correspond à un ensemble de maladies hétérogènes, essentiellement les cancers qui émanent des cellules du foie, qu'on appelle les hépatocarcinomes, mais également les cancers des voies biliaires. Alors, pour cette présentation qui est courte, je vais me concentrer sur les cellules hépatiques. Alors, dans un premier temps, on va essayer de comprendre pourquoi il faut faire de la recherche, pourquoi cette maladie est spécifique. Je parlerai de l'immunothérapie et puis de la médecine personnalisée pour essayer de vous faire un petit voyage sur tout ce qui se fait aujourd'hui dans ce type de cancer. Alors, pourquoi est-il nécessaire de faire de la recherche et de soutenir la recherche dans les cancers de localisation hépatique? Principalement parce que de plus en plus aujourd'hui, on a des maladies métaboliques en dehors de l'alcool, lorsqu'on est exposé à une alimentation un peu riche et à un manque d'activité, qui vont générer une accumulation d'acides gras dans le foie. Cette accumulation d'acides gras va générer de l'inflammation, et tout au long de la vie, l'inflammation va petit à petit fibroser le foie et donner un risque de cancer. Et finalement, cette exposition à une surcharge en graisse, c'est 1 Français sur 5, et ça peut expliquer que l'incidence des cancers est en cours d'augmentation. Et comme le docteur Muller l'a dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de cancers digestifs, et l'augmentation des cancers digestifs est en partie liée à l'augmentation des cancers hépatiques qui se fait de plus en plus au vu de l'exposition à cette pathologie métabolique. Alors, le foie, c'est aussi quelque chose de préoccupant parce que lorsque le cancer du foie survient, le pronostic est préoccupant. Quand on regarde la survie à 5 ans, moins de 15% des patients sont en vie 5 ans après la prise en charge des cancers hépatiques, tout stade confondu. Donc, c'est une maladie dont l'incidence augmente, c'est une maladie grave avec un pronostic qui reste sombre à 5 ans. Alors, pourquoi c'est aussi intéressant de faire la recherche? Parce que le foie, c'est un organe quand même très particulier. C'est très particulier puisqu'on a toutes les minutes 1,5 litre de notre sang qui passe par le foie et qui est filtré par le foie ou qui amène des éléments nutritifs au foie pour que le foie puisse les stocker. Et pour que ça se passe bien, le foie ne doit pas réagir aux réactions immunitaires. Donc, c'est un organe qui a une tolérance immunologique qui fait que les lymphocytes et les cellules qui passent dans le foie ne vont pas s'activer au moment où le foie fait son travail normal. Donc, c'est un organe particulièrement difficile à gérer lorsqu'on veut faire l'immunothérapie et activer les réponses immunitaires. Deuxième chose qui est particulière, c'est que dans le foie, il y a un environnement qui fait que lorsque le foie subit un traumatisme ou lorsqu'une tumeur survient dans le foie est très très sensible à l'hypoxie. Et tout de suite, lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène, le foie va produire des facteurs de croissance qui vont faire venir des vaisseaux dans le foie et vasculariser le foie, ce qui fait que quand on coupe une partie du foie, il se régénère très très vite parce qu'il produit ces facteurs de croissance qu'on appelle particulièrement le VEGF. Et donc ces deux particularités, l'immunotolérance et l'hypoxie, fait qu'aujourd'hui, la base du traitement du cancer du foie, c'est l'immunothérapie d'une part et les traitements anti-angiogéniques d'autre part pour empêcher cette néovascularisation des tumeurs. Alors, quels sont les acquis et est-ce que ces traitements fonctionnent? Alors, vous voyez ici, résumé sur cette diapositive, l'histoire naturelle d'un cancer hépatique qui survient d'un hépatocarcinome
qui survient ici sur un foie. Donc, l'histoire naturelle, vous voyez, globalement, les patients ont plusieurs années de vie lorsque le cancer survient à un stade très précoce. Donc, à gauche, c'est moins de 2 cm. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment surveiller les patients qui ont des pathologies hépatiques chroniques pour détecter les cancers tôt, pour qu'ils puissent bénéficier de cette histoire naturelle lente. Lorsque le cancer comporte un faible nombre de localisations intrahépatiques, moins de 3 nodules de 3 cm, la base du traitement, c'est la chirurgie, le fait de traiter par ultrasons en intégrant un vecteur qui va administrer les ultrasons dans la tumeur directement localement, ou la radiothérapie pour détruire physiquement les petits nodules qu'on voit. C'est au milieu de la diapositive, lorsque le cancer progresse et qu'il devient inaccessible à ces traitements locaux, on peut faire de la chimiothérapie qu'on injecte directement par les artères. C'est la petite vignette que vous voyez au milieu de la diapositive. Cette chimiothérapie intra-artérielle va pouvoir ralentir la progression de la maladie. Et puis, lorsque le cancer hépatique n'est plus accessible à ces traitements, on fait de l'immunothérapie. Comme l'a décrit le Dr Samanin, on prescrit des médicaments qui lèvent les freins du système immunitaire, qui rompent la tolérance. Et là, on espère que les cellules immunitaires entrent dans la tumeur et arrivent à faire régresser les cancers. Cette immunothérapie, elle fonctionne. Vous voyez ici la première étude qui a fait la preuve du concept de l'intérêt de ces traitements. Cette étude, elle a eu l'intelligence de combiner les deux modes d'action que je vous ai décrits. Un médicament qui bloque l'angiogenèse, donc qui va lutter un peu contre l'hypoxie, l'atezolizumab, le bevacizumab, et un médicament qui va lever les freins du système immunitaire, l'atezolizumab. Et la combinaison de ces deux médicaments permet, alors qu'on est à un stade avancé, une survie globale qui atteint en médiane les 20 mois. Donc, ça a été une véritable révolution pour cette pathologie. Et je vais vous montrer à l'instant une des premières patientes qui avait 80 ans, qui a été traitée au CHU de Besançon avec cette combinaison pour cette pathologie. Donc, à gauche, vous voyez un foie avec en noir des métastases d'un cancer hépatique, avec le marqueur lié à cette maladie qui est à 800 000. Et puis, vous voyez ce qui est devenu cette maladie 4 ans après. Cette patiente est toujours en vie, avec des images hépatiques dans lesquelles il s'agit de cicatrices, il n'y a plus de marqueurs, il n'y a plus de maladie. Donc, on peut avoir des résultats très intéressants et des bonnes qualités de vie pour ces patients. Alors, globalement, malheureusement, ça fonctionne chez 1 patient sur 3, puisque le taux de réponse est de 30%. Alors, comment on peut faire pour améliorer ces résultats? On peut prescrire des immunothérapies plus fortes en combinant les immunothérapies entre elles pour arriver à activer encore plus les réponses immunitaires. Et c'est ce qui a été présenté très récemment au congrès de cancérologie digestive, où on associe 2 médicaments qui vont lever les freins, le nivolumab et l'ipilimumab, et on le compare à des médicaments anti-angiogéniques seuls. Donc, ce sont des combinaisons d'immunothérapie. Là, il n'y a pas de traitement contre l'angiogenèse. Et donc là, on voit un résultat qui est encore meilleur, puisqu'on gagne quasiment 4 mois de survie. On a 23,7 mois. Et surtout, quand on regarde la courbe un peu orange foncé qui est au-dessus, on voit qu'il y a des patients qui survivent longtemps. Et là, on n'est plus à 30%, on est peut-être à 38% des patients qui arrivent à avoir des survies à plus long terme lorsqu'on combine les immunothérapies. Alors, ça n'est pas sans problème, puisque quand on regarde la première partie de la courbe, on voit que les traitements anti-angiogéniques manquent aux patients. Et puis, il y a 35% de toxicité immunologique grave. Donc ça incite à continuer à faire des développements pour faire un petit peu mieux. Alors, quelles sont les perspectives en termes de développement? Juste pour que vous sachiez qu'il y a énormément de recherches, alors que dans cette pathologie, il n'y avait quasiment pas de médicaments il y a encore une dizaine d'années. Alors, si on veut faire des progrès, la première perspective, c'est de prendre l'immunothérapie qui donne d'excellents résultats au stade métastatique, au stade avancé, et d'essayer de revenir à des traitements, de remonter les lignes pour faire des traitements à des stades plus précoces, au stade localement avancé, on fait la chimio-embolisation, ou au stade où la maladie est localisée. Alors, est-ce que ça marche? Au stade localement avancé, on a des études qui montrent que quand on fait de l'immunothérapie et des anti-angiogéniques après avoir injecté de la chimiothérapie, globalement, on retarde la progression de la maladie et on guérit peu de patients. Donc, c'est un progrès parce qu'on retarde encore la maladie, on espère prolonger l'histoire naturelle, mais ce n'est probablement pas à cette étape-là que l'immunothérapie est optimale. Le progrès majeur, d'où l'intérêt encore une fois de bien suivre les gens et de faire du dépistage précoce, du diagnostic précoce des lésions, le progrès majeur, il va venir du fait que lorsque les tumeurs sont extrêmement localisées, on peut exposer les patients à une immunothérapie avant de les opérer
ou de faire des résections. Et là, quand on fait ça, on a 30% de réponses complètes. Et vous pouvez voir sur la courbe de droite, on a des plateaux, ça veut dire qu'on a des patients qui sont guéris et qui ne récidivent pas de leur maladie. Et la différence entre les deux courbes, elle montre clairement que l'immunothérapie à un stade précoce, elle est capable d'éradiquer des micrométastases et donc elle a un vrai potentiel de guérison. Donc ça, c'est vraiment un espoir important pour essayer de faire l'immunothérapie le plus tôt possible dans cette pathologie. On a d'autres médicaments d'immunothérapie qui arrivent, qui vont permettre de grandes combinaisons. Je n'entre pas dans le détail, juste pour que vous sachiez que la recherche va être active. Et puis, on se dirige aussi vers des nouvelles générations de médicaments qui vont être capables de permettre de reprogrammer les lymphocytes à des fins antitumorales. Alors, je vais vous présenter une étude très intéressante d'un groupe coréen qui, il y a 9 ans, a opéré des tumeurs hépatiques. Avant la chirurgie, juste après la chirurgie, ils ont prélevé du sang des patients et ils ont activé les lymphocytes du sang de manière non spécifique, mais très, très fortement. Et ils se sont dit que dans le foie des patients, s'ils faisaient un cancer, c'est que les lymphocytes n'étaient pas suffisamment compétents, et qu'en réinjectant des lymphocytes capables de tuer de manière très efficace, ils allaient pouvoir éradiquer les cellules s'il en restait après la chirurgie. C'est une étude qui a été publiée la première fois il y a 6 ou 7 ans et qui était positive et qui est actualisée avec 9 ans de recul. Et là, vous voyez les courbes de survie. En bleu, c'est les patients qui ont reçu le transfert de cellules immunitaires activées après chirurgie. Donc, on met un cathéter dans l'artère et on injecte les cellules directement dans le foie. Il est très intéressant de voir que ça améliore la survie. Et on n'a pas beaucoup de médicaments qui, après chirurgie, améliorent la survie. Et que dans cette étude randomisée, l'immunothérapie cellulaire apporte un bénéfice. Donc là, ça ouvre aussi des voies de recherche très intéressantes pour les patients qui ont la chance d'être détectés tôt, pour lesquels les maladies sont détectées tôt, et pour lesquels on va avoir donc une possibilité de faire ce genre de stratégie. Une autre stratégie possible, quand on veut activer le système immunitaire, c'est la vaccination. L'intérêt de la vaccination, c'est de pouvoir, comme quand on combine les immunothérapies, l'étude que je vous ai montrée avec ipilimumab et nivolumab, générer des combinaisons. Donc, on lève le frein et on vaccine en même temps pour avoir une efficacité importante. Mais contrairement aux combinaisons d'immunothérapie et à l'ipilimumab, le vaccin, on le sait tous, c'est extrêmement bien toléré. Et ça donne très, très peu de toxicité à long terme. Et donc là, l'intérêt, c'est de faire des combinaisons d'immunothérapie et de vaccins pour augmenter les réponses en limitant la toxicité. C'est l'enjeu de recherche duquel on s'est saisi au CHU de Besançon et avec le GERCOR et le groupe Prodige. Et on développe des vaccins contre une protéine qui s'appelle la télomérase, qui est altérée dans 60% des cancers hépatiques, qui globalement rend immortels ces cancers. Donc, quand on la supprime, on réverse la capacité de cette cellule à rester immortelle, donc elle redevient mortelle. Et on développe un vaccin qui est sans toxicité pour les patients. On a publié ça fin 2022, qui dans un autre modèle où la télomérase est très, très importante, les cancers HPV génèrent des réponses de très, très bonne qualité dans 20% des cas, dont des réponses complètes. Et actuellement, cette stratégie de vaccination est comparée à l'immunothérapie qui a été développée initialement avec les anti-angiogéniques, atezo-beva. Et on compare cette stratégie versus la stratégie et la vaccination. Le dernier point, c'est est-ce qu'au-delà de l'immunothérapie, une fois que le patient progresse, et donc on n'a plus de médicaments, est-ce qu'il y aura demain des alternatives possibles? Et là, c'est à mon sens l'ère de la médecine personnalisée, et les cancers hépatiques entrent dans cette ère. Alors lorsque ils sont... Donc la médecine personnalisée, c'est l'identification dans la tumeur d'anomalies géniques qui vont permettre de comprendre la singularité du cancer. Et puis, une fois qu'on a compris, on peut choisir, s'il existe un traitement, un médicament qui va venir réparer l'erreur qu'on a identifiée. C'est moins de 5% des cas, mais si on fait le séquençage du cancer, on peut identifier ce type de médicament. Dans les cancers des voies biliaires, on sait que c'est quelque chose qui est en développement. J'en parlerai pas parce que ce n'était pas le sujet ici, mais c'est vraiment fait dès le début de la pathologie. Et dans les hépatocarcinomes, on sait qu'il y a 10 à 20% des hépatocarcinomes qui portent ce genre d'anomalie. Je vous montre ici un patient du CHU de Besançon qui avait un cancer c'est un hépatocolangiocarcinome, pour lequel on avait trouvé des erreurs qui emballaient le moteur des cellules et les faisaient proliférer de manière importante, des anomalies de mTOR. Il avait 2 erreurs sur la même voie de signalisation. On lui a prescrit des médicaments qui bloquent cette anomalie après l'immunothérapie, et on a vu des réponses spectaculaires. Ça a reprogressé, on a represcrit le médicament, ça a répondu. Ce patient, il est en vie plus de 6 ans après la prise en charge avec ces traitements. Donc la médecine personnalisée
arrive également, et à mon sens, il faut promouvoir le séquençage des patients à terme. Voilà, donc l'immunothérapie en place, et avec des combinaisons qui vont apporter beaucoup de bénéfices, et demain la médecine génomique pour quelques patients, afin de mieux stratifier les traitements et de faire une meilleure recherche. Voilà, je vous remercie. Et puis, vous voyez le guide pour les patients sur les tumeurs hépatiques qui a été actualisé récemment. Merci, professeur. Nous avons quelques questions sur le chat. Vérifie que mon micro est bien branché. Oui, c'est ça. Est-ce que l'immunothérapie peut fonctionner sur le cancer du foie avec une mutation BRAF V600E PMMR? Donc pas MSI. Alors, l'immunothérapie aujourd'hui, quand on la prescrit indépendamment des mutations de BRAF, on n'a pas de biomarqueurs qui nous permettent de dire vraiment chez qui elle va fonctionner, ce qui fait qu'aujourd'hui, on la prescrit à tout le monde. Et on ne recherche pas les mutations BRAF V600E dans les cancers hépatiques. Et il n'y a donc pas de raison qu'un profil moléculaire particulier fasse renoncer à l'immunothérapie aujourd'hui dans les cancers hépatiques. D'accord. Et du coup, est-il possible de prédire une réponse à l'immunothérapie dans le cancer du foie? Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur ce sujet. C'est un grand enjeu pour distinguer les 30% de très, très bons répondeurs des autres patients. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de marqueurs qui nous permettent de sélectionner les patients. Donc, si vous allez dans un centre de cancérologie aujourd'hui, le traitement prescrit à tous les patients, c'est l'immunothérapie en première ligne, sauf contre-indication. D'accord. Une autre question. Les présentations se sont penchées sur le carcinome hépatocellulaire. Pouvez-vous nous indiquer si des avancées récentes ou des attendues sont aussi prévues pour d'autres cancers du foie? Alors oui, il y a beaucoup de cancers rares, et puis il y a les cancers des voies biliaires qui sont aussi une maladie très hétérogène, qu'on comprend bien mieux et pour lesquels finalement, il y a des médicaments en cours de développement. Et il y a une étude française qui tient compte du profil moléculaire que j'ai évoqué. Donc, c'est de la médecine personnalisée dès le départ de la maladie métastatique, l'étude Saphir. Et cette étude-là va permettre aux patients de bénéficier, on commence par de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, et on adapte le traitement après au profil moléculaire des patients. Donc, dans les tumeurs des voies biliaires, contrairement aux hépatocarcinomes, la médecine personnalisée est déjà à l'œuvre dès le début du traitement dans le cadre de ce protocole. Ok. Et du coup, certainement la dernière question qui fait écho à la première présentation. Dans le cas des cancers colorectaux, il y a des métastases au foie. Du coup, est-ce qu'on va être sur les mêmes problématiques pour guérir ces cancers métastatiques que s'il s'agissait d'un cancer primaire du foie? Ce qui est très, très intéressant, c'est que le corollaire entre les deux présentations, c'est qu'on sait aujourd'hui que quand il y a des métastases hépatiques, l'immunothérapie marche moins bien. Donc, quand on développe dans des cancers du côlon, dans des cancers HPV, de l'immunothérapie pour les patients, s'ils ont des métastases hépatiques, c'est un facteur de moins bonne réponse. Donc, bien comprendre comment ça marche dans les hépatocarcinomes, ça aidera probablement à bien comprendre comment développer les immunothérapies dans les métastases hépatiques d'autres cancers. Ok. Et alors la toute dernière, parce que je vois qu'on est quand même bon au niveau timing, pour beaucoup de patients, ils pensent que comme on parle d'immunothérapie, donc c'est de l'immunité, ils pensent qu'il y a moins d'effets secondaires, moins d'effets toxiques que versus une chimiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots dessus? Parce qu'en fait, il y a de la toxicité quand même. Alors, ce n'est pas vrai, oui, c'est d'autant plus qu'aujourd'hui, on va combiner les immunothérapies, donc on est confronté à 35% de toxicité qui reste sévère. Donc, il faut vraiment une prise en charge par un centre qui sait manipuler ces immunothérapies, surveiller les patients et les traiter de manière adaptée. Donc, ça reste des traitements à manipuler de manière attentive et à réaliser dans des centres compétents. Très bien. Une fausse idée qui vient de tomber. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Nous allons passer au prochain orateur. Marie, je te redonne la main. Oui, eh bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, présentation très intéressante. Et donc, on va passer à la dernière présentation qui intéresse, je l'imagine, beaucoup de monde puisque c'est un sujet d'actualité important, hein, l'adénocarcinome du pancréas dont la progression nous fait peur. Et donc, c'est un sujet qui va être traité par le professeur Pascal Hamel, qui est professeur d'hépato-gastroentérologie,
qui a une reconnaissance nationale et bien évidemment internationale dans la prise en charge de l'adénocarcinome pancréatique et qui travaille actuellement à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Donc, il mène ses recherches sur le site donc, de Paul Brousse au sein de l'équipe microbiote, inflammation et cancer du foie, dans l'unité de physiopathogénèse et de traitement des maladies du foie. Et donc, il va nous présenter les actualités donc, récentes dans l'adénocarcinome pancréatique. Et je vous laisse donc la main, professeur Hamel. Merci beaucoup Marie pour cette très sympathique introduction. Donc j'espère que vous n'êtes pas tous trop fatigués. Mais on va faire le tour de cette question, j'espère assez rapidement. Alors pour vous rappeler simplement que la mortalité par cancer du pancréas a progressé puisque en termes de mortalité, ça sera la deuxième cause de cancer, de mortalité par cancer, derrière le cancer du poumon qui est heureusement en train de diminuer du fait de la diminution progressive du tabac. Et vous voyez que ça a dépassé des cancers plus fréquents comme le cancer colorectal, cancer du sein ou de la prostate, qui sont fort heureusement beaucoup mieux soignés. Donc c'est un vrai problème de santé publique, puisque l'année dernière, si vous voulez, on a eu environ 16 000 cas déclarés en France, plus de 12 000 décès comme ça a été dit tout à l'heure, et l'incidence est croissante chez l'homme et particulièrement chez la femme. On est un pays d'Europe où elle le croit le plus, et on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a certainement des facteurs environnementaux qui sont en train d'être réfléchis, si je puis dire, pour essayer de comprendre pourquoi cette augmentation. Alors, on va passer directement à des tumeurs qui sont enlevables, c'est-à-dire qu'environ 10 à 15% des patients peuvent être opérés de leur cancer du pancréas. Ce n'est pas beaucoup, mais quand on a l'occasion de le faire, il faut en profiter. Donc, soit c'est une toute petite tumeur, comme vous voyez autour de ma flèche, on peut peut-être l'enlever d'emblée. Soit la tumeur est un peu plus grosse, je l'ai figuré en marron, elle colle à une grosse veine ici, qui est la veine mésentérique supérieure par exemple. Soit elle est carrément plus importante et elle va envahir les artères derrière le pancréas, ici l'artère du foie, l'artère de la rate et juste derrière la grosse aorte. Et là, on n'aura pas de chirurgie probablement possible. Et enfin, dans les formes métastatiques, il y a des métastases. Alors, pour revenir en arrière, on va s'intéresser aux cancers borderline, c'est-à-dire qui sont limite opérations. Pourquoi on ne les opère plus directement? Parce que si on enlève cette tumeur, même si c'est techniquement faisable, on va laisser des cellules tumorales le long des vaisseaux ou dans la graisse autour du pancréas. Donc depuis plusieurs années, on fait un traitement préparatoire de ce cancer et on peut enlever la tumeur après ce traitement environ 2 fois sur 3. Alors non, c'est là qu'il faut que je clique. Voilà, donc on va s'occuper du borderline et la question ici posée, c'est quel est le meilleur traitement? Est-ce que c'est la chimiothérapie seule? Alors FOLFIRINOX, c'est une trichimiothérapie qui fait autorité dans le cancer du pancréas depuis un essai français promu par Thierry Conroy et beaucoup d'investigateurs français. Triple chimiothérapie avec 5 FU, on en a parlé tout à l'heure, irinotecan et oxaliplatine. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si on fait ce traitement, est-ce qu'il faut faire exclusivement de la chimiothérapie ou est-ce que le fait de rajouter des rayons chez les patients qui ont une maladie contrôlée permet d'augmenter l'efficacité locale, parce que la chimiothérapie est une efficacité générale, et peut-être en faisant des rayons localement, on va augmenter le taux de stérilisation, c'est-à-dire la disparition des cellules tumorales autour de la tumeur. Ces patients étaient donc opérés après chimiothérapie et radiothérapie, chirurgie, ou seulement chimiothérapie, et on a voulu voir s'il y avait un intérêt d'ajouter cette radiothérapie. Et tous après l'opération, on a un traitement de consolidation. Alors, je reviens ici à notre schéma. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens qui recevaient de la chimiothérapie et ceux qui avaient de la radiochimiothérapie, en termes de résection complète, c'est-à-dire il n'y avait plus de marge envahie autour de la tumeur enlevée, étaient identiques, c'est-à-dire que c'était l'objectif principal, et le fait de faire de la radiothérapie n'ajoutait pas pour la stérilisation autour des vaisseaux. Donc c'était un peu une déception. Vous voyez ici que les courbes se suivent de très très près, hein. On a la survie globale des deux groupes qui est assez proche. On voit qu'il y a quand même une différence. Et ça, c'est la survie sans que la maladie repousse. Mais chez les patients qui ont été opérés, ceux qui avaient eu de la radiothérapie ont vécu 4 ans au lieu de 3 en médiane, c'est-à-dire un patient sur 2 a dépassé 4 ans. Mais cette étude n'était pas calibrée pour montrer une augmentation de la survie, mais donne un signal. Certes, on n'améliore peut-être pas le contrôle local de la tumeur, mais en tout cas, il semble que ce soit potentiellement intéressant. Donc, il y a encore des études qui vont se développer, mais la radiothérapie n'est pas un standard dans cette situation. Alors ensuite, si j'arrive à cliquer,
Voilà. Un nouveau terme, c'est le cancer oligométastatique. Tout le monde sait ce que sont les oligoéléments qu'on prend parfois à tour de bras chez nos pharmaciens en pensant que le suivre, le zinc et tous ces éléments sont bons pour la santé. Bon, je vous laisse juger. Mais dans le cancer du pancréas, on a des patients qui ont une tumeur du pancréas et seulement 2 ou 3 métastases, par exemple dans le foie ou le poumon. Alors, ça peut survenir dans 2 circonstances. Soit il y avait beaucoup de métastases au départ, comme ici, et la chimiothérapie a permis de les réduire, il n'en reste plus beaucoup. Soit le patient a été opéré de sa tumeur du pancréas et après 1, 2 ou 3 ans apparaissent un petit nombre de métastases. Donc, encore une fois, 2 ou 3. C'est pour ça qu'on l'appelle oligométastatique. Donc là, il y a une réticence d'opérer les patients qui ont ce type de tumeur parce qu'on se dit, si on opère les métastases, ça va repousser le cancer agressif du pancréas. Mais quand même, il y a des auteurs américains qui ont montré que si on faisait un traitement local, MDT, ça veut dire traitement local des métastases, par chirurgie, rayon, radiothérapie ou destruction par la chaleur, on avait quand même un meilleur contrôle de la maladie. PFS, c'est la survie sans que la maladie pousse. Et en termes de survie, il n'y avait pas vraiment d'amélioration de la survie parce qu'on pouvait, dans un deuxième temps, rattraper les patients qui avaient une progression dans le groupe sans traitement local. Mais en tout cas, les patients avaient une maladie stabilisée pendant beaucoup plus longtemps quand ils avaient eu la résection des métastases. On pouvait leur dire vous êtes en rémission. Et la rémission durait en médiane 10 mois au lieu de 2 mois quand on laissait les patients avec leur tumeur métastatique. Elle repoussait quand même assez rapidement. Donc c'est un signal, ce n'est pas une preuve, mais c'est un signal intéressant. Voilà, le traitement local est possible si la tumeur est contrôlée longtemps, qu'il y a peu de métastases. Et à ce moment-là, on peut proposer ces traitements dits locaux. Alors, le traitement de maintenance, de plus en plus de cancers du pancréas, même métastatique, arrive à être stabilisé avec cette fameuse chimiothérapie FOLFIRINOX, puisque après 4 mois de chimiothérapie, plus de la moitié des patients ont une maladie qui ne pousse plus, voire qui diminue. Et là, on s'est dit, on va regarder un petit peu de plus près ce qu'il y a dans la tumeur et peut-être adapter un traitement d'entretien, de maintenance, en fonction de ce qu'il y a dans les tumeurs. Et schématiquement, 2 profils, après une analyse très approfondie faite avec nos collègues de l'Institut Curie, soit ils avaient dans leur tumeur un profil de mutation dite BRCA. BRCA, c'est Breast Cancer. C'est cette fameuse mutation qui donne les cancers du sein bilatéraux et les cancers de l'ovaire dont a parlé Angelina Jolie il y a une dizaine d'années, qui nous a beaucoup aidé pour faire comprendre aux patients l'importance de cette mutation. Mais dans environ 90% des cas, il n'y a pas ce profil. Et là, on cherchait une mutation dont on va reparler, qui est la mutation KRAS. Et si elle est présente, ce qui est pratiquement le cas 9 fois sur 10, à ce moment-là, on a testé chez ces patients ayant une maladie stable l'immunothérapie associée à MET, qui est un autre agent de chimiothérapie, versus une chimiothérapie d'allègement, c'est-à-dire que les gens qui ont du FOLFIRINOX, au bout de 4 mois, on retire l'oxaliplatine qui donne des picotements, comme ça a été très bien expliqué tout à l'heure, et des problèmes neurologiques, et c'est le traitement standard. Et on a voulu voir si l'immunothérapie associée à l'anti-MEC faisait mieux. Donc c'est peut-être un peu complexe à démontrer, mais vous allez voir que dans notre étude, les patients qui avaient un profil BRACNES, donc sur les 110 patients, il y en avait 16 qui avaient le profil, et à qui on a administré un médicament qu'on donne en cas de mutation BRCA, comme dans les cancers du sein ou de l'ovaire, qui sont des cachets bien tolérés qui permettent de maintenir l'état de stabilité pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour la plupart des patients qui ne l'avaient pas, on a randomisé, on a tiré au sort entre alléger avec une chimiothérapie ou donner une immunothérapie combinée à un anti-MEC pour voir si on pouvait permettre aux patients d'arrêter la chimiothérapie qui est quand même plus désagréable à supporter. On a été déçus, mais ça c'est la science. Là, vous avez la survie sans progression, le contrôle de la maladie. Vous voyez que ici, le contrôle diminue moins vite quand on faisait la chimiothérapie classique réduite, on avait enlevé OX, que quand on faisait l'immunothérapie associée à l'anti-MEC, et on s'aperçoit que les malades récidivent plus vite. Fort heureusement, il n'y a pas de différence de survie entre les 2 bras, donc on n'a pas péjoré la survie des patients, mais de cette étude, on peut dire que l'immunothérapie en maintenance ne doit pas être utilisé actuellement dans ces cancers. Et ça, c'est très important de le savoir. Alors, c'est une déception supplémentaire, contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans les cancers du côlon et d'estomac en particulier, et bien sûr du foie, c'est que l'immunothérapie n'est pas efficace actuellement dans la plupart des cancers du pancréas. Les raisons résumées ici dans un beau papier fait avec Marc Ilmy et l'équipe de Cindy Neusier auquel on a participé, c'est que les tumeurs du pancréas ont une immunogénicité particulière, c'est-à-dire qu'elles attirent peu les cellules immunogènes, elles les chassent en quelque sorte.
Ces tumeurs sont enveloppées d'un stroma, c'est-à-dire de mailles très importantes contenant un certain nombre de produits qui empêchent l'arrivée des produits de chimiothérapie et des immunothérapies. Et puis on sait que les patients qui ne font pas d'exercice, qui sont obèses, qui ont un certain profil de bactéries dans l'intestin, ont peut-être une moins bonne réponse, comme ça a été montré tout à l'heure par Romain Cohen avec l'essai qui est en réflexion actuellement. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas pour le moment, mais on espère améliorer les choses plus tard. Je change de sujet pour dire qu'on va être capable, dans les années à venir, de sélectionner les molécules de chimiothérapie des patients en fonction de ce qu'on trouve dans leur tumeur. Donc là, dans cette étude, on a pris des patients qui avaient été opérés d'une tumeur pancréatique et qui avaient reçu après une chimiothérapie, une simple surveillance, ou une chimiothérapie par un produit qu'on appelle gemcitabine ou du FOLFIRINOX. Et avec ce groupe de recherche très connu marseillais, les tumeurs ont été étudiées sur des cultures primaires, c'est-à-dire qu'on a pris des cellules juste après l'intervention pour les cultiver, pour essayer de voir comment elles se comportaient. On a fait ça également sur des espèces de plaques. On a reconstitué des mini-organes pancréatiques qu'on appelle les tumoroïdes. Et puis, enfin, dans un troisième modèle, on les a greffés à des souris pour voir ce qui se passait dans les souris. Et après, on a mouliné tout ça avec l'intelligence artificielle pour repérer finalement le profil de ce qu'on appelle l'ARN, c'est la transcriptomique de ces tumeurs. Et en fonction de ce profil, on va voir qu'on peut prédire, on l'a fait rétrospectivement, mais on va le faire prospectivement, l'efficacité de certaines molécules de chimiothérapie. Donc, chez les patients qui recevaient une chimiothérapie adjuvante, qui recevaient soit de la gemcitabine, soit du FOLFIRINOX, qui est plus puissante, mais on voulait voir s'il y avait une différence et le FOLFIRINOX a gagné la partie. On a voulu voir si tous les patients ont bénéficié réellement. Et là, vous avez le profil des patients. Ceux qui avaient les trois molécules 5-FU, irinotecan, oxyliplatine prédites efficaces par la transcriptomique avaient une excellente réponse tumorale, un très bon contrôle, pas tumoral, mais disons contrôle d'éviter la récidive de la maladie, alors que ceux qui avaient un mauvais profil dans leur tumeur, vous voyez qu'ils récidivent très très vite et très très peu restent sans tumeur. Deuxième message, quand les patients ont tous les bons profils pour tous les trois molécules qui montrent un bon profil pour la chimiothérapie, vous voyez que la survie sans récidive est nettement meilleure que ceux qui n'ont pas ce profil. Enfin, et c'est peut-être le message le plus important, les patients qui ont un bon profil pour la gemcitabine, qu'on appelle GemCore+, avaient une survie sans récidive identique à ceux qui avaient trois molécules plus toxiques, le FOLFIRINOX. Et vous imaginez que chez les sujets fragiles et âgés, s'ils ont ce profil, c'est à peu près 25% des patients, et ben on va leur donner une chimiothérapie beaucoup moins toxique qu'est la gemcitabine. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément important pour choisir dans le futur mieux nos chimiothérapies, là en l'occurrence chez les patients opérés, mais peut-être un jour chez les patients qui ne sont pas opérés, malheureusement, parce qu'ils ont des métastases. Un mot sur les vaccins. Alors, vous en avez entendu parler, les patients nous harcèlent de questions sur les vaccinations à ARN messager. Celle qui a servi dans le Covid a été développée. Elle a été développée bien avant le Covid pour les cancers. Et là, pour la première fois, il y a une étude assez retentissante qui a montré qu'un certain nombre de patients opérés d'un cancer du pancréas avaient une sensibilité à cette vaccination. Et vous voyez les carrés en jaune sont les patients qui ont une réponse immunitaire. On voit l'interféron qui monte dans leur sang. Et on sait qu'ils pourraient être répondeurs à un vaccin qui est individualisé à leur tumeur. C'est à peu près la moitié des patients. Donc, on prenait la tumeur, on la broyait, on cherchait l'ARN messager, on la faisait passer dans une machine un peu complexe et on recherchait ce qu'on appelle les néoantigènes, c'est-à-dire ce qui alerte l'immunité. On a concentré ces néoantigènes d'alerte d'immunité pour en faire un vaccin mélangé à un complexe lipidique. Et après que les patients aient reçu une immunothérapie, on a injecté ce vaccin, ici vous le voyez, pendant 8 semaines. Ensuite, ils ont quand même reçu une chimiothérapie parce que si jamais le vaccin ne marchait pas, il ne fallait pas qu'ils soient en danger. Encore une fois, des patients dont la tumeur était enlevée. Et le principal résultat, qui n'est pas ici, qui est en bas, mais je ne vois plus sur le fond de la diapositive, c'est que pour les patients qui ont pu avoir cette vaccination, la moitié d'entre eux ont une survie très prolongée sans récidive tumorale. On a plus de 2 ans et demi sans récidive, alors que ceux qui n'avaient pas de réponse immunitaire n'avaient pas la même efficacité. Tout ça pour dire qu'on est quand même assez loin d'un vaccin qu'on pourra faire chez les patients ayant la tumeur enlevée, ça fait un petit nom, et vous imaginez que chez les patients ayant des métastases, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais c'est un grand espoir. Et je vais terminer par quelque chose qui est également très important, c'est les inhibiteurs du gène KRAS. Qu'est-ce que c'est KRAS? C'est un gène qui est le driver, le moteur du cancer du pancréas et qui fait que dans 90% des cas, ce gène est muté, et c'est ce qui empêche la plupart des chimiothérapies et des immunothérapies d'être efficaces. Une firme pharmaceutique a réussi
a trouvé une molécule qui va bloquer le gène KRAS muté et qui va l'empêcher d'allumer, si je puis dire, la voie de signalisation de la cellule pour que la cellule se divise et que le cancer progresse. Et ce qui est intéressant, c'est que cet essai a été fait avec des patients qui avaient déjà échappé au FOLFIRINOX, qui étaient donc en deuxième ligne de chimiothérapie, pendant laquelle l'espérance de contrôle de la maladie est plus courte. Hein. L'espérance de contrôle est de l'ordre de 4 à 6 mois et pas plus. Après, ça reprogresse. Et ils ont comparé cette chimiothérapie classique à l'inhibiteur de KRAS qui est en cachet. Il y a eu un taux de réponse important puisque un tiers des patients en deuxième ligne a eu une réponse tumorale, ce qui est déjà énorme en deuxième ligne, hein, on ne voit jamais ça en deuxième ligne habituellement, et surtout le taux de contrôle de la maladie a été de 90%, c'est-à-dire qu'il y a actuellement des patients traités par cette molécule depuis plus d'1 an et demi qui sont actuellement en stabilisation. Vous voyez, c'est ces courbes-là, vous voyez, et le temps passe, les mois sont figurés ici, ici on a 3 ans, et vous voyez qu'il y a des patients qui sont à plus de 2 ans en stabilisation, et on les surveille. Donc évidemment, ce n'est pas une preuve d'efficacité définitive, mais c'est quand même un signal très fort. Et on va débuter une étude en France, dans un petit nombre de centres, mais on invitera les patients qui sont intéressés et les médecins qui sont intéressés à avoir cette étude qui comparait en deuxième ligne le fameux produit dont on discute ici versus la chimiothérapie. Et puis, je crois que j'arrive au bout. Voilà, je vous ai mis cette diapositive parce que je pense que vous êtes tous un peu fatigués. Je vous invite à lire ce numéro qu'on a publié dans la revue qui est la revue collégiale des gastro et des oncodigestifs qui s'appelle Hépatogastro. Et comme je dis toujours, dans mon éditorial, j'ai dit que c'est important pour le cancer du pancréas. Je le symbolise pour mes étudiants par l'Everest. C'est quand même une montagne très difficile à franchir pour la cancérologie. Et on espère qu'en améliorant les traitements, on va permettre aux patients d'avoir une vue de plus en plus large sur l'environnement. Et surtout que nous autres qui travaillons sur cette maladie, qui avons eu énormément de découragement avec les études négatives, on ne s'arrête pas là et on continue à travailler pour que cette maladie pour laquelle les gens rencontrent des amis dans la rue et disent bah, ça de toute façon c'est fichu, ce ne soit plus la chronique d'une mort annoncée. Et nous avons des patients survivants avec des métastases, des patients opérés qui sont vivants quelques années après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hamel, pour cette très belle présentation avec effectivement de beaux espoirs. Alors, contrairement aux autres présentations, on voit effectivement qu'on n'a pas accès à toutes ces thérapies ciblées. En tous les cas, elles ont échoué à démontrer des bénéfices dans le cadre de l'adénocarcinome du pancréas. On va prendre le temps de répondre à quelques questions dans le chat. Et effectivement, je vois ici qui s'affiche sur l'écran l'actualisation du guide patient, médecin, aidant pour le cancer du pancréas qui va être diffusé donc à partir d'avril 2025. Alors, nous avions des questions vraiment pertinentes. Donc, la première, je la remonte, mais en tous les cas, il s'agissait d'une question assez précise sur la radiothérapie dans le cancer du pancréas. Est-ce que la radiothérapie LINAC peut apporter une aide? Alors, c'est un sujet difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur la radiothérapie et malheureusement, pas mal ont été négatives. On l'a fait pour des cancers localement avancés, c'est-à-dire la tumeur n'est pas enlevable, on fait chimio puis rayon. La preuve n'a pas été faite de l'intérêt de rajouter une radiothérapie, si ce n'est que la maladie va reprogresser plus tardivement et ça donnera plus de repos aux patients. Mais en termes de survie globale, ça ne va pas améliorer les choses. Et là, vous avez vu que dans les cancers encore plus petits, c'est-à-dire borderline, presque limite opérable, on n'a pas montré qu'on ralentissait l'évolution de la maladie, mais il semble quand même que certains patients en bénéficient. Donc je pense qu'il y a encore une place pour la radiothérapie, mais avec des nouvelles modalités qui vont être certainement plus performantes, et donc elle n'a pas dit son dernier mot. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y avait d'autres questions. Donc là, c'est un sujet un peu différent puisque c'est une question qui porte sur le dépistage du cancer du pancréas. Donc, une question indique, est-ce que dans le cadre des cancers du pancréas familiaux, qui est aussi un de vos sujets d'intérêt, est-ce qu'il y a un dépistage qui est préconisé? Est-ce qu'il y a des progrès dans ce dépistage? Alors, le dépistage du cancer du pancréas, c'est assez compliqué. Ce n'est pas du tout comme le dépistage de masse du cancer du sein ou du côlon. On ne fait pas de dépistage systématique, bien entendu. Chez les patients à haut risque, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 ou 3 cas dans leur famille de cancer du pancréas, ou ceux qui ont une mutation qui favorise les cancers du pancréas avec un antécédent de cancer dans la famille, par exemple BRCA, on propose un dépistage à partir de l'âge de 50 ans, parce qu'avant, ça ne sert pas à grand-chose. On leur suggère évidemment des conseils hygiéno-diététiques, faire de l'activité physique, arrêter de fumer et perdre du poids s'ils sont trop lourds. Mais ce dépistage, pour l'instant, est assez restreint puisqu'on est efficace dans 5 à 10% des cas, c'est-à-dire qu'on trouve des lésions qui méritent d'être opérées dans 5 à 10% des cas.
Le reste, c'est beaucoup d'examens d'imagerie et pour l'instant, on n'est pas assez performant. J'espère que l'intelligence artificielle va nous aider à mieux travailler ces images et trouver plus de pertinence pour repérer tel ou tel malade. Donc, il faut se référer à des centres experts, ça ne se fait pas partout. Alors, une autre question. Quel espoir de l'opération, donc j'imagine, donc de la tête pancréatique pour un cancer avec des métastases? Alors, je l'ai dit, il n'y a pas de chirurgie quand il y a des métastases. Il faut vraiment se souvenir de ça parce qu'on a aggravé des patients, c'est-à-dire qu'en enlevant leur tête du pancréas, on a réveillé en quelque sorte les métastases et c'est parfois catastrophique. C'est un cancer quand même très agressif qu'il ne faut pas trop toucher. Mais, comme je l'ai dit au début, quand il y a peu de métastases et que la maladie est bien contrôlée, on va se pencher sur les métastases, les détruire quand elles ne sont pas trop nombreuses, attendre encore au moins 6 mois de voir si la tumeur pancréatique est stable et qu'il n'y a pas d'autres métastases qui poussent, et peut-être dans un deuxième temps, à ce moment-là, opérer. Et comme ça a été montré dans l'étude tout à l'heure que je vous ai présentée, il y a une survie sans récidive de la maladie probablement allongée. Donc c'est un futur possible avec les progrès de la chimiothérapie qui permet de diminuer quand même les métastases de façon intéressante dans un certain nombre de cas. Effectivement, à discuter au cas par cas, d'autant plus que la chirurgie de la tête du pancréas pour un adénocarcinome est l'une des plus morbides et mortelles en chirurgie digestive. Donc effectivement, c'est un message prudent et c'est vraiment des discussions de réunions de concertation pluridisciplinaire au cas par cas. En centre très expert, hein. Il faut que les patients il y a beaucoup d'opérations de pancréas dans les centres en question, sinon en général les résultats sont moins bons. Absolument. Et donc, je vois une autre question qui ne concerne pas l'adénocarcinome pancréatique, qui était le sujet de votre présentation, mais sur les tumeurs neuroendocrines du pancréas. Une question assez large. Y a-t-il de la recherche clinique pour les tumeurs neuroendocrines du pancréas? Alors, ça n'arrête pas, et je vais dire en une phrase ce que je dis à mes patients. En général, la recherche va plus vite que les tumeurs elles-mêmes. Et on a vraiment eu un panel de traitements à notre disposition, qu'il s'agisse de la chirurgie, des hormones comme la somatostatine qui freinent l'évolution, de certaines chimiothérapies en cachet, chimiothérapie en perfusion et même radiothérapie interne vectorisée, c'est-à-dire une molécule de somatostatine modifiée qui est fixée avec un atome de radioactivité qui va être très efficace au prix d'assez peu d'effets secondaires. Donc oui, il y a beaucoup de progrès et c'est très encourageant dans ce domaine. Eh bien, écoutez, je vois. Est-ce qu'on a le temps? Il n'y a plus de questions, donc je remercie tous les orateurs. Merci, professeur Hamel, et je passe bien évidemment la main à Ségolène pour le mot de la fin. Merci à tous, Marie, Cyril, Romain, Pascal, Christophe et Emmanuel pour vos interventions. Merci à vous tous qui êtes présents. Vous étiez 400, plus de 400 à être inscrits à ce webinaire. Donc évidemment, un grand merci, ce qui prouve que le sujet vous intéresse. Sachez que nous aurons d'autres prochaines webconférences qui sont déjà programmées pour certaines. Donc le dépistage du cancer colorectal en mars prochain, les cancers digestifs et les jeunes au deuxième semestre. On fera aussi une thématique sur les cancers digestifs et les femmes et bien d'autres thématiques. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la Fondation et sur nos réseaux sociaux. Encore 1000 merci à vous tous et puis à très bientôt pour d'autres webconférences ou n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci à tous.